Bonjour, bienvenue dans Lecture en Nature. Alors aujourd'hui, je vais lire un petit bout du livre Je suis en vie de Billy Hanna. Je suis au bord d'un petit étang, une retenue d'eau dans le sud-ouest. J'ai des fleurs autour de moi et il y a une petite source qui alimente justement cet étang, c'est ce que tu entends. Puis il doit y avoir des poissons parce que ça clapote. On est un samedi soir, il est plus de 19h. Le ciel est pastel. Ah, et voilà, encore le poisson. Alors je vais commencer. Le vent me rafraîchit le visage. Il fait si chaud que je suffoque. Quelque chose se balade dans l'air qui me pique les yeux. Je tousse à m'en décrocher les poumons. Dans mes bras, je découvre un gros tuyau qui semble peser une tonne. Je suis surpris par son poids et il s'échappe de ma poigne. Je tente de le rattraper avant qu'il tombe au sol. La chaleur est étouffante. Partout autour de moi, des gens crient, courent, me bousculent. Je m'aperçois que je porte une combinaison lourde et encombrante. Mes pas sont pénibles et incertains. Je tangue sous son poids. J'ai l'impression de déplacer une montagne à chaque mouvement. Un casque glisse sur mes yeux et masque ma vue. Je ne l'avais pas senti sur ma tête. Je le repositionne correctement. Devant moi, je découvre une maison en feu. Les flammes montent haut dans le ciel. Elles dévorent les murs de part et d'autre, n'en faisant qu'une bouchée. Je remarque à peine qu'on me tire le bras depuis quelques minutes. La croche se fait plus puissante et me détourne de ce spectacle. Une femme en pleurs se présente à moi. Elle implore mon aide, suppliante. Ses cheveux sont plaqués contre son visage. Des traces de suie ont assombri ses joues et son front. Ses habits sont noircis et distendus. Elle gesticule dans tous les sens et fait de grands gestes. Elle tombe à genoux. Je ressens sa peine, si forte qu'elle m'entraîne avec elle vers le sol. Je tente d'être rassurant, mais les lieux sont si bruyants qu'elle ne m'entend pas. J'exécute des gestes posés et lents pour l'obliger à reprendre son calme. J'essaye de l'apaiser par mon regard. Je lis dans le sien son désespoir, la tristesse et la peur. À mesure que cette maison brûle, la vie semble la quitter. Je comprends que tout repose sur moi. Je déchiffre sur ses lèvres. Monsieur, aidez-moi. Investi d'un courage porté par la détresse de cette femme, je me mets debout. Ma combinaison devient légère, je ne la sens plus. Je resserre la sangle de mon casque sous mon menton. J'attrape ce tuyau qui, lui non plus, ne pèse plus rien. J'indique à l'inconnu un endroit où se mettre en sécurité. Je rejoins la ligne de collègues face à la maison en flammes et prends les informations sur le déroulé des opérations. Cependant, j'ai beau les écouter que mon cerveau établit déjà un autre plan. Des gouttes de sueur et de chaleur perlent sur mon front. J'essuie mes yeux avec ma manche pour ne pas brouiller ma vue. Je ne suis pas stressé, je ne suis pas angoissé, je suis calme. Ma respiration n'est pas rapide, mon cœur ne bat pas fort. Je fais ça depuis longtemps. Je sais comment faire. Je me retourne vers cette femme qui ne me quitte pas du regard, les mains jointes en prière. Je lui adresse un signe de tête et m'élance vers la maison. Mes collègues essayent de me retenir, mais c'est trop tard. Je suis si déterminé que même les flammes ne pourraient m'atteindre. Je me sens fort et invulnérable. Je pénètre dans ce qui reste de la demeure. Elle n'est plus qu'un amas orangé. Est-ce que l'enfer ressemble à ça ? La chaleur me saisit aussitôt à la gorge. La fumée s'infiltre dans mes narines et remplit mes poumons en quelques secondes. La douleur que ça provoque est bien là, mais je la relègue au second plan. Je suis concentré. Bien qu'elle prenne mon corps d'assaut, elle n'a pas encore gagné ma raison. Je monte les escaliers aussi vite que je peux. Le tout est de ne pas mettre tout son poids sur chaque marche, au risque que tout s'écroule.
Je parviens à l'étage. Le sol est parsemé de débris, de dangers potentiels. Il menace de céder. Je remarque qu'il y a plusieurs portes, mais une seule est close. Je sais avec certitude que c'est celle-ci que je dois atteindre. Je me précipite. Mais je suis interrompu dans ma course par un morceau de plafond qui s'affaisse dans la diagonale du couloir et me barre la route. Je le contourne en me contorsionnant et en prenant garde à ne pas le toucher. Ma respiration devient rauque, ma tête tourne. Enfin, je crois, je ne suis plus sûr d'être conscient de mon corps, de mon être, de qui je suis. Tout ce que je sais, c'est que je ne reculerai pas. J'atteins la porte en question. Je me rends compte que j'ai omis de mettre des gants. En situation de crise, il est parfois difficile de penser à tout. Dans le feu de l'action, on oublie nos réflexes premiers. Tant pis, je n'ai pas le choix. Je pose ma main sur la poignée brûlante et ouvre le battant. Une couche de mon épiderme y reste accrochée, dévoilant ma chair qui me brûle intensément. Peu importe. Lorsque j'aperçois cet enfant qui s'est recroquevillé dans un coin de la pièce en pleurant. Il a la tête enfouie dans ses genoux, ses bras encerclant ses jambes. Il se balance d'avant en arrière. Comment fait-il pour être encore conscient ? Il est d'une force incroyable. Je me dois d'être aussi fort. Les flammes ont avalé jusqu'à ces cris que je n'entends pas. Quand il me voit, je suis un parfait inconnu. Mais sans aucune hésitation, il se jette sur moi et je l'attrape au vol. Accroche-toi, bonhomme. Son étreinte se resserre autour de mon cou, me coupant la respiration. Ma tête vacille, mais je n'ai pas le temps d'hésiter. Ça nous serait fatal à tous les deux. Je fonce et dévale les escaliers qui, cette fois, s'effondrent à mon passage. Toute la maison hurle d'un craquement sinistre. Je garde l'enfant serré contre moi et sors de la ruine en trombe. Je fais encore quelques pas pour nous mettre hors de danger et tombe à genoux sur le trottoir. Je suis tout de suite réceptionné par mes collègues qui abattent sur moi une couverture coupe-feu. Je m'écarte quelque peu du petit garçon pour l'observer. Il a les yeux fermés, les paupières plissées, les lèvres pincées. Il a arrêté de pleurer. Il est sacrément courageux. Sa mère se précipite sur moi et je les blottis tous les deux contre moi. Nous sommes de parfaits inconnus les uns pour les autres, mais cela ne compte pas. Nous vivons parfois des moments d'une force à rompre les barrières. Elle me remercie infiniment. Ses yeux me partagent tant de reconnaissance, comme si je lui avais sauvé la vie. Oui, en secourant son fils, je l'ai épargné, car il est tout pour elle. Je retire mon casque et laisse respirer mon crâne chauve. Mes collègues me conduisent jusqu'au camion de soins. Avant qu'il ne referme derrière moi, je prends des grandes respirations de cet air pur, en imaginant qu'il me nettoie à l'intérieur. Je suis en vie. Voilà, c'est un des petits segments du Louvre. Je dis du Louvre parce que Biljana, l'auteur, s'appelait Louve quand elle l'a écrit. Et là maintenant c'est Biljana. Donc vous pouvez trouver ça sur e-book. Donc sûrement sur Kobo de Fnac ou peut-être même en médiathèque, je ne sais pas. En tout cas sur Kindle vous l'avez. Eh bien merci, c'est toujours émouvant, je ne sais pas pourquoi. C'est des récits somme toute assez banals. Mais peut-être c'est le style de l'écriture, la simplicité, tout ça. En tout cas, je vous recommande ce livre. C'est vraiment étonnant. Je me suis régalé et j'ai dans l'idée de l'offrir beaucoup. Voilà, c'est ça. Quand on aime un bouquin et quand il est bon, on a envie de le partager. C'est comme la musique, c'est comme tout. Et c'est ce que je fais avec toi maintenant. Bon, salut, c'était Lecture en Nature. Qu'est-ce que je vais mettre comme musique à la fin ? Bon, je vais bien trouver. Allez, ciao. Ah si, je sais. Je vais mettre la musique du film Backdraft. Voilà. Si vous connaissez pas Backdraft, je crois que c'est de Ron Howard d'ailleurs. Eh ben, il faut le voir. Bisous.
Un, deux, un, deux. Moi, quand je suis en permission, j'écoute Galaxy Pop, un label au top. Un, deux,